Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un futur lointain. Je vous emmène au 41e millénaire, là où il ne règne que la guerre. Alors bien entendu, je vais vous parler de Warhammer et surtout en particulier du dernier jeu de rôle publié par Chaos Project dans cet univers. Donc voici Wrath and Glory. C'est un jeu qui est arrivé déjà chez Ulyspil quand il a été édité, puis il est arrivé dans le catalogue de Clubicle 7. Et Chaos Project nous amène cette traduction française. Alors avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous fasse un petit historique en fait des jeux de rôle qui ont été faits sur Warhammer. Alors j'ai pris mes notes parce qu'il y en a quand même 5. Il y a 5 jeux de rôle déjà qui ont été édités. En 2008, on a eu Dark Heresy, qui vous fait jouer des inquisiteurs, en fait, au sein de l'Imperium. On a eu ensuite Rogue Trader, qui, lui, se focalise plutôt sur... alors, c'est les libres marchands, donc en fait, ça peut être un tas de choses. Ça peut vraiment être des marchands, des explorateurs, voire même un peu des conquistadors, si vous voyez un peu le style. Donc ça, c'est pour Rogue Trader, qui est sorti en 2010. Ensuite, on a eu Deathwatch. Alors, Deathwatch, il est sorti, lui, en 2011. Et qu'est-ce que vous allez jouer dans Deathwatch? Vous jouez essentiellement des Space Marines avec des missions de combat, tout particulièrement. Le quatrième, ça a été Black Crusade. Alors, Black Crusade, c'est là où vous allez pouvoir jouer des créatures du chaos, des xénomorphes, qui sont en guerre contre l'Imperium. Et le dernier, juste avant Wrath and Glory, s'appelle Only War, où vous allez jouer effectivement des soldats de l'Imperium, alors pas des Space Marines, pas des Astartes, simplement des êtres humains, simplement des soldats normaux, mais effectivement, donc là, avec des missions essentiellement guerrières. Et nous arrive donc aujourd'hui Wrath and Glory. Donc Wrath and Glory, lui, a pour ambition... Ah oui, donc... dans la liste que je viens de vous énumérer, vous comprendrez qu'on ne jouait en une seule facette de l'univers de Warhammer pour chaque jeu de rôle. Et donc, Wrath and Glory, lui, nous propose, dans sa proposition ludique, en fait, c'est de jouer absolument tout ce qu'il y a dans l'univers de Warhammer 40 000, que ça soit des Space Marines, des libres marchands, des xénomorphes, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter le jeu et de voir ensemble, en fait, si le pari est tenu ou pas. Alors, sur la forme, donc Wrath and Glory nous arrive en fait dans un beau bouquin de 380 pages, un signet, un vernis sélectif, une belle couverture, le tout cartonné, une reliure, ma foi, qui me semble correcte, et le tout présenté sur 2 colonnes avec des tableaux clairs. Question traduction, alors n'étant pas un grand expert en orthographe, je n'ai quand même vu vraiment rien qui m'ait sauté aux yeux, qui soit catastrophique. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, si je vous montre un peu le contenu comme ça, vous allez voir, pour moi, la présentation est quand même relativement aérée, bien que voilà, nous avons quand même pas mal d'illustrations qui sont... Bon, c'est du Games Workshop, donc en général les illustrations sont chouettes, et puis elles sont forcément dans le thème, parce que Games Workshop a une énorme droit de regard sur et même assez chiant en fait, sur les productions des éditeurs tiers. Donc des tableaux, ma foi, qui sont relativement clairs, vous voyez, sur 2 colonnes. Voilà. Donc à noter qu'il n'y a pas de scénario à l'intérieur du livret de base. Voilà, donc le papier, c'est du papier glacé, mais il aurait même presque ma faveur. Pourquoi? Parce qu'il ne reflète pas trop, donc il est pas mal, j'ai déjà vu pire. Voilà, donc bon, je ne vais pas aller plus loin, on abordera tout ça en détail dans les prochains chapitres. Voilà, ça c'était pour un peu la partie forme de l'ouvrage. Alors on va aborder le fond. Alors déjà, pour commencer, je vais commencer par qu'est-ce qu'on joue. Alors en fait, dans Wrath and Glory, on peut jouer à peu près n'importe quel personnage, en fait, alors, de manière globale, n'importe quel personnage, en fait, du monde de Warhammer.
C'est pas moins de 27 archétypes qui nous sont proposés, hein, donc c'est quand même assez conséquent. On va pouvoir jouer un peu de tout, on va pouvoir jouer de la Startess, on va pouvoir jouer donc la Startess du Space Marine, on va pouvoir jouer de l'Inquisition, on va pouvoir jouer quoi? On va pouvoir jouer des Xénos, des Orques, des Eldari, on va pouvoir jouer des hérétiques aussi si on veut. Bref, l'éventail est assez large, on peut même jouer des racailles, on peut jouer des soldats, éventail très très large, donc avec effectivement 27 archétypes qui sont possibles. Alors là, vous allez me dire, dans Warhammer, effectivement, on ne va pas pouvoir jouer tout ça en même temps dans une même équipe. Je vous dirais, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, et d'ailleurs, en fait, le jeu insiste beaucoup sur trois concepts. Le premier concept, c'est en fait le cadre de campagne. Donc le cadre de campagne, le jeu vous dit au MJ, bah voilà, vous allez devoir choisir un cadre de campagne et savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous voulez plutôt des missions d'infiltration, de l'inquisition, un peu de politique, un peu de trucs comme ça? Est-ce que vous voulez des missions de combat, auquel cas vous allez plutôt jouer des Space Marines? Est-ce que vous voulez en fait la grosse baston avec des orques? Bah pourquoi pas jouer des orques en mission en guerre quelque part sur un des mondes, etc., etc. Donc on insiste bien sur le cadre de campagne et de fixer ça, et pour éviter d'avoir à peu près tout et n'importe quoi. Alors ensuite, on a le jeu donne des mots-clés. Donc chaque personnage est défini par des mots-clés. Ces mots-clés, ça va être leur allégeance, leur connaissance, leur faction. Alors les mots-clés, vous pouvez très bien avoir Imperium, vous pouvez avoir Chaos, vous pouvez avoir Astartes, etc., etc. Donc en fait, il y a toute une liste de mots-clés. Alors ça n'a pas d'influence sur les règles en elles-mêmes, ça va vous donner plutôt en fait la bulle de votre personnage au sein de laquelle il va évoluer. Et alors ça va aussi donner, oui, parce qu'en fait les mots-clés agissent sur des équipements qu'on peut avoir, mais enfin, grosso modo, ça va vous donner la bulle de votre personnage, sa bulle de connaissances, sa bulle de relations, etc., etc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose de très important, parce que vous allez me dire, même en fait, admettons que vous ayez des personnages tous avec une allégeance, entre guillemets, donc un mot-clé Imperium, est-ce que vous allez pouvoir jouer un Astartes Primaris avec, je ne sais pas moi, avec qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'Imperium, avec une sœur hospitalière, en fait, qui est absolument pas de la même puissance que vous, ou même avec des soldats de l'Imperium qui sont vraiment pas de la même puissance que vous. Parce que si on mélange tout ça, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le syndrome meldibondéen de Stormbringer, pour ceux qui voient ce que je veux dire. Alors le jeu, lui, a classé ses archétypes en tiers. Alors, le tiers, c'est pas un tiers, deux tiers, trois tiers, non. Le tiers, c'est la notion qui est issue un peu du jeu vidéo, c'est une notion de puissance, en fait. Hein, donc nous avons 4 tiers, en fait. Du tiers 1, les personnages les moins puissants, jusqu'au tiers 4, les personnages les plus puissants. Donc en fait, ces archétypes sont classés en tiers, qui va vous aider le maître de jeu à avoir des groupes cohérents. Alors moi, personnellement, je suis persuadé qu'on peut arriver à jouer, à mixer sur certains one-shots, même des Astartes avec, avec des orques pour une mission bien précise, à cause du setting, ou grâce au setting, parce que je vais vous en parler, qui, pour moi, permet un peu ça. Donc voilà. Vous voyez, vous voyez ce qu'on a. Donc on a effectivement les fameux tiers, donc tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4. Hein, ça va de la sœur hospitalière du tiers 1, mais on va y trouver quoi aussi? Le garde impérial, on va y trouver le corsaire Eldari par exemple, on va retrouver le boy orc dans le tiers 1. Et si on va au bout de l'échelle, on va trouver les intercessors primaris, en fait des Astartes primaris. On va trouver aussi par exemple donc les Space Marines tactiques, on va trouver les commissaires impériaux, etc., etc. Donc là, en fait, vous avez toutes
tous les archétypes classés par tiers. Et donc, comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hein. Nous avons donc en fait, il y en a 27, hein, donc ça permet d'avoir quand même des choix. Alors, je voulais vous parler effectivement des archétypes, vous montrer un peu les archétypes. Là, vous voyez, on en a 27, hein, on va les passer en vue assez rapidement. Alors, à chaque fois, ce qu'il faut voir, c'est que sur un archétype, vous avez son tiers, et vous avez des attributs conseillés. Si vous n'avez pas envie de créer votre personnage, envie de jouer très rapidement, vous pouvez prendre déjà, en fait, c'est un peu comme des pré-tirés. En sachant que, bien sûr, vous avez l'option de pouvoir créer votre personnage de A à Z, comme dans n'importe quel jeu. Donc la sœur hospitalière, j'aime beaucoup à chaque fois, on a une belle illustration, le prêtre du Ministerum, le garde impérial, donc là, vous voyez, on est toujours dans le tiers 1, on vous donne l'espèce, et là vous avez en fait on va dire la faction, donc là c'est l'Astra Militarum par exemple. Acolyte de l'Inquisition, les sages de l'Inquisition, le ganger, le corsaire, donc ça c'est l'Eldari, hein, l'elfe de Warhammer 40 000, le boy orc, on peut jouer un boy orc, on peut jouer une sœur de la bataille, des psycheurs assermentés, oui, parce que des psycheurs non assermentés, ceux-là, ils sont poursuivis par l'Inquisition, et en général, ça se termine mal pour eux, mais je vais en venir un peu, enfin, mal pour eux. Non, en général, on les amène sur Terra pour leur faire passer des tests, mais sauf que là, ils ne peuvent pas aller sur Terra, vu qu'on est complètement coupé de l'Imperium Sanctus. Les Skitari, les assassins du culte de la mort, les fils du Tormentus, donc vous voyez, on en a quand même pas mal. Libre marchand, le fouillisseur, donc tout ça va vous donner quand même le scout Space Marine, va vous donner quand même le technoprêtre, le commando orc, vous donne quand même beaucoup de possibilités, et uniquement, pas forcément que des scénars de baston. Hein, il faut quand même le dire. Le Space Marine tactique, vous voyez, vous avez quand même pas mal d'archétypes, et on a quand même beaucoup de choix. En sachant que, quand je parlais de tiers de puissance, il faut savoir que si vous êtes un personnage tiers 1, il ne va pas terminer tiers 4. Hein. Une racaille des bas-fonds ne terminera pas à Astartes. Non, ça n'arrivera pas. Il va monter en puissance lui-même, hein, dans son archétype éventuellement, mais vous n'allez pas pouvoir avoir un personnage qui va devenir autre chose que totalement différent de ce qu'il était au départ. Bien entendu, vous n'aurez pas un orc Space Marine non plus. Non. Voilà pour les archétypes. Oui, on termine avec l'Intercessor Primaris, qui est le Space Marine, en fait, en gros, le plus puissant de l'Imperium. Et celui-là, ils sont arrivés avec le libre marchand Valerius. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je reviendrai, oui, un peu plus tard sur les personnages en abordant les règles. Mais déjà, de toute façon, je vais vous parler du setting, parce que le setting dans Wars and Glory est particulièrement important, non pas parce qu'il va vous décrire tout l'univers de Warhammer, non, par, en fait, vous allez comprendre la situation de là où vont évoluer les personnages. Je vais vous parler du setting maintenant. Il y a 3 ans, un événement cataclysmique est arrivé dans la galaxie. Une faille warp gigantesque a coupé littéralement la galaxie en deux. Les archives de l'Imperium ont appelé cela après la cicatrice maledictum, nom connu aussi sous le nom de la Grande Faille. C'est un événement majeur, en fait, l'univers ne sera plus jamais comme avant suite à cet événement. Alors personne ne sait comment il est apparu, mais cette faille, effectivement, a grippé en fait la réalité et a séparé vraiment la galaxie en deux. Donc c'est une gigantesque faille warp qui s'étend d'un bout à l'autre. Donc, comme je vous dis, elle a divisé en deux la galaxie, elle a coupé les domaines de l'Imperium de l'humanité en deux parties distinctes, l'Imperium Nihilus, de l'autre côté de la faille warp, et l'Imperium Sanctus, qui est encore du côté de Sainte Terra, donc la Terre. Cette division a des conséquences dramatiques, provoquant l'isolement de nombreux mondes impériaux et la difficulté de les relier entre eux. Les voyages interstellaires sont devenus beaucoup plus périlleux et imprévisibles en raison des tempêtes warp qui sont déchaînées par la cicatrice maledicum.
La cicatrice Maledicum a exacerbé l'influence du chaos à travers la galaxie. Les forces démoniaques ont trouvé de nouvelles voies pour envahir les mondes de l'humanité, menaçant déjà l'équilibre déjà précaire. Les cultes hérétiques et les sorciers chaotiques ont prospéré, semant le désordre et la corruption. De nombreux mondes situés près de la cicatrice Maledicum ont été plongés dans le chaos et la destruction. Les mondes déchus sont désormais des lieux où les forces du chaos règnent en maître, des terres corrompues où règne la folie et où des horreurs indicibles se produisent quotidiennement. Le fléau de la Grande Faille, la présence de la cicatrice Maledicum, a déclenché une série de fléaux dévastateurs à travers la galaxie. Des incursions démoniaques massives, des épidémies mortelles et des manifestations surnaturelles se multiplient dans les régions proches de la faille. Les forces de l'Imperium, ainsi que les autres factions, luttent désespérément pour contenir ces fléaux et préserver ce qui reste de l'humanité. Et en fait, tous les personnages que vous allez jouer sont bloqués sur un système planétaire, le système Gilead. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Cette faille Warp, qui coupe les mondes de Santerra, la coupe également de l'Astronomicam. L'Astronomicam, qu'est-ce que c'est? C'est un élément clé, en fait, pour les voyages dans le Warp. C'est la lumière de l'empereur immortel, de l'empereur Dieu, qui guide tous les vaisseaux à travers l'espace. Sans ce phare, il est impossible de voyager plus vite que la lumière. Et le système Gilead, lui, est complètement pris, est complètement entouré, encerclé par cette grande faille, cette faille des forces de la ruine. Du coup, on est sur un système en vase clos. Un seul système planétaire. Nombre pensent qu'ils sont peut-être même les derniers. Peut-être que l'Empire a cessé d'exister par-delà cette tempête warp monstrueuse. Ceci a eu lieu il y a 3 ans. Alors le système Gilead, c'est un système planétaire composé de plusieurs planètes. Et donc je vais vous présenter. Donc on a Avarkus, qui est un monde, 10 milliards d'habitants, c'est un monde forge. Netreus, c'est un monde chevalier, environnement hostile, des plaques tectoniques, de la mégafaune. Bref, c'est pas un bon endroit pour y habiter. On a Ostia, qui est un agrimonde, en fait. On dit que c'est un peu le reflet de l'ancienne Terra. On a Enorc. Enorc, c'est un monde sanctuaire dédié au culte impérial. C'est un monde océanique, aujourd'hui surpeuplé par les centaines de millions de pèlerins qui sont piégés. On a Gilead Primus, qui est en fait le monde capital du système, qui est un monde ruche de 16 milliards d'habitants. Et ensuite, on a l'étendue. L'étendue, c'est au-delà des mondes du noyau, en fait. On a Charybdion, c'est un monde ruche également. Son orbite, en fait, délimite les mondes du noyau et les territoires sauvages. Ensuite, nous avons le Bourbier. Alors, qu'est-ce que c'est le Bourbier? C'est un territoire rempli d'épaves, de restes de mondes brisés, d'astéroïdes. Le Warp, aléatoirement, rentre dans cet espace, rendant la navigation, je ne vais pas dire impossible, mais très compliquée. Sauf pour les équipages, en fait, les plus expérimentés. Des hérétiques au service des puissances de la ruine parsèment cet endroit de l'espace. Ensuite, un peu plus loin, nous avons le Persephone Regrets. Qu'est-ce que c'est le Persephone? Le Persephone, c'est un Space Hulk. Dans Space Hulk, des orques et des jeunes stellaires se font la guerre continuellement. Et nous avons encore 2 curiosités, au-delà de tout ça. Nous avons en fait, quand la grande faille, quand le cicatrice Maledicum est apparu, le Warp a vomi 2 planètes. Il a vomi Vulcaris. Vulcaris est habité par des mutants, mais les maîtres de cette planète hostile, en fait, sont les Space Marines hérétiques de la Death Guard, de la Légion 14. Et enfin, nous avons Trollius. Alors, Trollius, ça a été vomi par le Warp juste devant, en fait, un vaisseau-monde Eldari, le Hulkari. Celui-ci s'est écrasé dessus. Les survivants de ce vaisseau-monde vivent dans cet enfer glacé. On raconte qu'ils ont formé des accords avec un libre marchand. Enfin, le libre marchand. Car en fait, il y a quelques mois, une flotte est apparue, a réussi à passer la faille, a réussi à sortir du Warp, emmenant en ravitaillement, renfort. C'est la flotte du libre marchand Varonius. Donc voilà en gros le setting. Ce libre marchand est arrivé il y a 3 mois.
il revendique la domination du système, et en fait, il l'a eu, car en fait, il apporte de l'espoir. Donc on a des orques, des Genstellar, qui sont sur un Space Hulk, on a des Alderi échoués sur une planète, on a un chapitre de Space Marine, on a des démons qui émergent du Warp, on a des adorateurs des dieux de la ruine, et tous les systèmes impériaux, en fait, qui sont assiégés par tout ça, sans espoir de contacter l'Imperium. Et enfin, un libre marchand et sa flotte qui arrive, qui se pose en sauveur, quoique beaucoup doutent de ses réelles motivations et de sa réelle volonté de sauver en fait le système. Donc en fait, le monde est très compact, hein, parce qu'on est dans un seul, comment dire, un seul système. Il offre un tas d'opportunités, par contre, parce que, voilà, pour les MJ imaginatifs, hein, c'est tellement compact avec toutes ces factions différentes, toutes ces races différentes, mais qui ont un point commun, toutes, c'est qu'elles sont piégées. Elles ne peuvent pas sortir de cet endroit qui est assiégé par cette tempête des puissances de la ruine. Donc, en fait, pour moi, j'aime beaucoup le setting, car il permet vraiment beaucoup de choses, de mon avis. Bon, je vais vous montrer un peu, parce qu'en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est dans le livre de base, mais situé à différents endroits. Je vais vous montrer un peu ça, comment c'est organisé dans le bouquin. Alors, comme je vous le disais un peu dans ma présentation du setting, on va retrouver la plupart des éléments que je vous ai donnés dans le bouquin. Donc, en fait, j'avais lu par-ci, par-là que le bouquin n'était pas assez... que si vous ne connaissiez pas le monde de Warhammer, c'était pas la peine d'y jouer, car le setting n'était pas développé. C'est pas tout à fait juste. Je pense qu'on peut vraiment jouer avec le bouquin de base, même sans avoir les milliers et les milliers de pages qui ont été écrites pour cet univers. Donc en fait, on peut distinguer déjà au départ, en fait, je conseille de lire. Il y a deux règles qui paraissent, enfin deux règles, comment dire, ça fait un peu être de jeu, c'est deux missives qui ont été écrites. Pour ceux qui ont le Warhammer Fantasy, vous avez un peu la même chose au début. Et moi, ce genre de choses, en fait, j'avais un peu l'habitude de passer ce genre de choses, parce que bon, en général, c'était du blabla qui n'était pas très intéressant. Mais en fait, dans les deux Warhammer et dans le Warhammer 40 000, en fait, vous avez énormément d'informations en fait sur le monde à travers ces missives. Vous voyez, la première, effectivement, donc ça c'est une lettre, mais on va vous parler d'un tas de trucs, la grande faille, le warp, les psycheurs, l'astronomicam, etc., etc. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde de Warhammer, ça va déjà lui donner pas mal d'indications. Donc là, nous avons en fait un deuxième rapport, en fait, hein, je ne sais plus. Donc là, c'est un rapport en fait sur les différentes planètes du système que je viens de vous présenter. Et donc déjà, on a ça. Ensuite, le gros endroit en fait où on parle du setting, il y a tout un chapitre donc qui vous parle du système Gilead. Donc là, vous voyez, on va reprendre toutes les planètes, en fait, ils vont vous décrire toutes les planètes. Hein. Et à chaque fois, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand je disais que c'était un peu éparpillé. Pourquoi? Parce qu'on a des encarts, vous voyez, un peu partout dans le livre de règles, qui vont vous donner d'autres éléments de setting. Hein. Là, on va vous parler des chevaliers de Nétréus, etc., etc. Vous avez, vous voyez, des encarts comme ça. Donc là, on est toujours dans la description du système de Gilead, mais on va retrouver ce genre de choses un peu partout. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous voyez, regardez, si je prends un autre endroit, hein, on est là, là, on va vous présenter, par exemple, les implants des Space Marines. On va vous dire pourquoi un Astartes est différent d'un humain. Vous avez toute la liste des implants qui est uniquement du lore. Hein. Qu'est-ce que là, par exemple, vous avez le matérium et l'immatérium. Donc le matérium, c'est le monde physique réel, et l'immatérium, c'est ce qu'il y a au sein de cette fameuse tempête warp. C'est le domaine des puissances de la ruine. Vous voyez, vous avez effectivement, à chaque fois, ouais, récit d'ascension, vous avez... Non, ça c'est les règles, ça c'est autre chose, mais vous avez éparpillé dans le livre, en fait, tous des petits éléments de setting qui font que en fait, le tout n'est pas indigeste. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Voilà.
Donc ça, c'était pour toute la partie setting. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'on peut jouer. Enfin, ça va peut-être vous donner un début de réponse. Alors maintenant, je vais vous parler du système. Donc en fait, j'ai déjà à partir de la feuille de personnage, vous voyez, vous avez la feuille de personnage. Donc en fait, votre personnage est qualifié par plusieurs choses. Donc en fait, les personnages sont qualifiés par différentes choses. Donc vous avez les attributs, les compétences et des talents et des aptitudes que vous allez pouvoir noter ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc les attributs, on a la force, l'endurance, l'agilité, l'initiative, la force mentale, l'intelligence et la sociabilité. Alors il y a un truc qui est marrant parce qu'en fait, tout ça, au moment de la création du personnage, c'est page 40. Et la description, par exemple, des attributs, elle est page 118. Je trouve ça un peu étrange, bon, dans l'organisation du bouquin. Donc en fait, vous allez avoir un être humain normal dans l'Imperium, il va avoir 2 là-dedans. Le maximum d'un être humain, c'est 8. Alors pas pour les Astartes, hein, pas pour les Space Marines, c'est des humains qui ont été améliorés, et le maximum de n'importe quelle race, c'est 12. Voilà. Donc en fait, vous avez une échelle entre 1 et 12. 2, la moyenne des humains du 41e millénaire, 8, le maximum, et jusqu'à 12 en capacité surhumaine. Après, vous avez une liste de compétences. Vous voyez, alors là, vous avez l'athlétisme, capacité de tir, capacité de combat, commandement, etc., etc. Donc, toutes ces compétences sont bien entendu, comme dans la plupart des jeux, adossées à un attribut. Voilà. Donc, ça, c'est relativement clair. Et vous avez enfin des talents. Alors, les talents, eux, ça va être des capacités spéciales. Vous avez enfin, des capacités spéciales, des capacités de votre personnage qui vont le distinguer un peu des autres. Je vous montrerai ça après. Enfin bon, c'est un peu du classique. Alors, comment ça marche? Pour exécuter, pour faire une action, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez donc votre compétence. Alors, comme je disais, la compétence, c'est la valeur de la compétence plus la valeur de l'attribut associé. Ça va vous donner un nombre de D6. Alors, ça va vous donner un certain nombre de D6. Et parmi ces D6, vous allez toujours devoir en remplacer un avec un dé de couleur, qui va être le dé de fureur. Alors, c'est relativement simple. Si vous faites 4 ou 5, chaque 4, chaque 5 est un succès. Donc, on appelle les succès dans le jeu des icônes. Et si vous faites un 6, c'est une icône exaltée, donc qui vaut pour 2 succès. Le nombre de succès, vous allez être obligé de battre une difficulté fixée par le maître de jeu. Ça, on est dans du très classique. D'ailleurs, en fait, pour vous donner une idée, je vous montre ici, voici le tableau des difficultés. Vous voyez, pour une réussite, pour faire une action tout à fait banale, une action normale, enfin pas banale, une action normale, il faut 3 réussites, donc 3 icônes. En sachant que si vous faites alors attendez. Si vous faites sur le dé de fureur, si on fait sur le dé de fureur, si vous faites 1 sur le dé de fureur, on a une complication. Alors, cette complication ne va pas mettre en cause la réussite de votre action. Hein. Admettons que vous ayez fait ceci comme résultat. Là, vous faites 2 succès, plus 1, 3. Donc, là, comme je disais, par exemple, une réussite normale, c'est 3. Donc là, vous réussissez votre action, mais vous allez avoir une complication. Si vous faites 6, vous allez faire une réussite critique. Je prends mes notes parce que, voilà. Et une réussite critique va donner un point de gloire au groupe, oui, parce qu'il y a un pool de points de gloire qu'on peut dire que chaque personnage du groupe peut dépenser. Donc, en fait, quand vous obtenez un critique, vous donnez un point de gloire au groupe qui va pouvoir l'utiliser, n'importe quel autre personnage va pouvoir l'utiliser plus tard. En sachant que, alors la petite particularité du système, c'est que si vous faites des 6, c'est des icônes exaltées, admettons que j'ai fait ce résultat, et je demande un 3. Donc j'ai fait 4, un succès, 5, un autre succès. Je suis obligé de dépenser mon icône exaltée pour 2 succès supplémentaires, ça fait 4. Donc 4,
je bats le score de 3, mon action est réussie, et il me restait une icône exaltée. Les icônes exaltées, et seulement les icônes exaltées, hein, c'est pas les succès en plus, peuvent être convertis. Alors c'est ce qu'on appelle la conversion dans ce jeu. Donc si on réussit effectivement l'action, hein, parce qu'il faut réussir l'action en plus de ça, bien entendu, ça permet de réduire le temps de l'action, ça permet d'améliorer la qualité, ça permet même de convertir en fait en points de gloire ou de rajouter des dégâts en cas d'attaque. Voilà, ça c'est le principe du système. Alors, une petite remarque sur la gloire, oui, comme je disais, c'est une réserve de groupe. C'est pas de la gloire personnelle, c'est de la gloire pour tout le monde. Ça, c'est un système que j'aime bien, hein, qui est déjà dans le Conan de Modiphius, par exemple, dans d'autres jeux aussi, hein, bien entendu, parce que vous avez toujours un peu ce truc tactique, savoir qui va utiliser la gloire qui est disponible pour tout le monde. Et ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le système? Ah oui, je vais vous parler un petit peu du combat, parce qu'à la lecture, il me paraît vachement starf. Hein. Ça, à mon avis, ça va charcler sévère. Je vais vous faire un... J'ai noté, hein, voilà. Donc, pour faire une attaque, donc c'est pareil, vous allez, donc, mettons que vous faites un tir, donc vous allez utiliser votre compétence de tir, qui va vous donner un certain nombre de dés, exactement pareil, auquel vous allez prendre un dé, le remplacer par un dé de fureur, et vous allez lancer ces dés comme pour une action normale. Ce qui va se passer, c'est que pour toucher, vous allez devoir battre la défense de l'adversaire. Hein. Et une fois que vous avez battu la défense de l'adversaire, c'est-à-dire que vous l'avez touché. Donc par exemple, un boy orc a 2 de défense, donc il vous faut 2 succès. Si vous faites 2 succès ou plus, je crois que c'est 2 succès ou plus, si c'est supérieur ou égal, vous touchez l'orc. Un bolter, un bolter classique fait 10 points de dégâts, plus 1 des 6 de points de dégâts. En sachant que, je vous ai parlé de la conversion, si vous convertissez une icône exaltée, vous rajoutez encore 1 des 6 aux dégâts. Bon, admettons que vous n'ayez pas fait d'icône exaltée en tirant sur notre orc, donc vous allez quand même faire 1 des 10 plus... Non, vous allez faire 10 plus 1 des 6. Admettons que vous fassiez un jet moyen, vous allez faire 13 points de dégâts. À ces points de dégâts, on déduit l'armure de votre cible. Un orc, un boy orc classique, a 5 points d'armure. Donc en fait, il y a 8 blessures qui vont passer. 8 blessures. Un orc a 6 blessures, qui peut encaisser. Donc lui, vous lui en infligez 8, et ben il est mort. Voilà, terminé, point, basta. Vous voyez, donc une fois que vous avez touché, les dégâts sont quand même assez conséquents, et ça peut aller très très vite. Alors, pour donner une idée, un personnage joueur, effectivement, a un nombre de blessures qui est égal à son tiers, donc vous vous rappelez le niveau de puissance, donc x2 plus son endurance. Donc admettons que vous ayez 3 d'endurance, vous êtes tiers 2, donc 2 x 2, 4, plus 3 d'endurance, vous avez 7. Donc ça va être le nombre de blessures que vous allez pouvoir encaisser. Un Astartèche, c'est beaucoup plus. Donc les tiers 4, 4 x 2, 8 déjà, plus son bonus d'endurance, il va bien être à 6, 7, voire plus. Donc il va pouvoir encaisser beaucoup plus. Qu'est-ce que je peux vous donner de plus? Je vais vous montrer un exemple, en fait, sur un soldat. Donc un soldat classique. Un soldat classique, il va pouvoir encaisser 9 points de blessure. Alors les personnages joueurs ont un petit plus quand même, hein, par rapport aux personnages non joueurs. C'est-à-dire que vous pouvez faire un test de détermination pour transformer la blessure en stress, parce que vous avez une réserve de points de blessure et une réserve de points de stress. Pardon. Les points de stress ne sont pas des blessures mortelles, elles vont finir par vous fatiguer, alors pas vous blesser, mais vous fatiguer. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir survivre en fait à des dégâts monstrueux de la part des adversaires, car Warhammer est un jeu violent. Quelle surprise. Voilà. Mais ça risque quand même de charcler assez dur, hein, comme je dis. Alors dans d'autres jeux du monde de Warhammer,
J'avais lu des critiques, effectivement, que, alors je ne sais plus si c'est pour Death Guard ou je ne sais plus lequel, que les Space Marines n'étaient pas assez différenciés, pas assez forts par rapport à un humain classique. Donc là, je voulais vous montrer les niveaux de puissance en vous prenant un petit exemple. Hein. Donc, on va prendre un Space Marine tactique. Donc, un Space Marine tactique a une capacité de tir de 10. Ça veut dire qu'il va lancer 10 d6. Alors là, j'en ai 3, 3, 6, 7, il m'en manque 3 d'ailleurs. Un Space Marine tactique va lancer 10 dés pour faire une attaque. Il a 4 de défense, donc pour le toucher, il va falloir faire 4 succès. Il a une armure de 11, ce qui va dire qu'il soustrait 11 aux blessures qu'il prend. Donc par exemple tout à l'heure, avec mon exemple de 13 points de dégâts avec un tir de bolter moyen, il n'en prend que 2. Et il a 9 blessures, donc il peut encaisser 9 blessures. Donc là, au premier tir, il va se retrouver à 7, hein, et il ne va pas être hors de combat, bien entendu. Ça, c'est pour le Space Marine tactique. Si on prend un soldat de l'Astra Militarium, lui, il a une capacité de tir de 5, donc c'est déjà 2 fois moins, en sachant que les soldats, ça doit être déjà du tier 2, je crois. Hein. Oui, ça doit être du tier 2. Il a une défense de 2, donc il suffit de faire 2 succès pour le toucher. Il a une armure de 7, au lieu de 11 pour les Astartes, et il peut encaisser 5 blessures, au lieu de 9 pour les Astartes. Donc là, on voit bien que la différence, elle est là. Elle est vraiment là, sans compter il y a des aptitudes spéciales hein, pour, par exemple, les Astartes ou les soldats, ils ont des aptitudes spéciales que tous n'ont pas. Et donc, pour les Space Marines, il est clair que les aptitudes vont être basées exclusivement sur le combat, sur le fait de pouvoir encaisser des dégâts monstrueux. Et donc là, on a vraiment cette différence qui existe, et donc là, c'est plutôt bien vu. Voilà, alors dans le système de combat, par contre, on a un peu tout, des explosions, du tir en rafale, on a des blessures critiques aussi, des blessures de guerre, hein, vous pouvez avoir des belles cicatrices à travers le visage, ça augmentera votre charisme peut-être. Donc c'est assez complet, je vais vous montrer toute la partie un peu combat pour vous montrer un peu toutes les options, parce que là je ne vais pas vous en parler, hein, c'est pas le but, mais histoire de vous montrer quand même que c'est très complet. Alors voilà, donc en fait vous avez toute la partie en fait combat qui est ici. Donc je vais vous montrer un peu, vous avez des options recharger, option rafale, tir en automatique, tir de dispersion, tir de dispersion contre les hordes. Alors là il y a un truc qui est marrant, les hordes, vous voyez on est page 184 et on est dans le combat et on vous dit les hordes, allez voir ce que c'est, page 202 et 324 au niveau organisation, là c'est un peu moyen je trouve. Donc on a les tirer dans une mêlée, les armes à air d'effet. Là, la dispersion, quand vous lancez une grenade ou tirez avec un missile, ce genre de choses. Vous faites un tir ciblé, tirer pour ignorer l'armure, tirer pour désarmer, défense totale, retarder son... Enfin, nous avons énormément d'attaques, enfin, de possibilités dans une attaque. Libre à vous de l'utiliser ou pas, d'ailleurs. Hein, donc vous pouvez arriver à un truc simulationniste si on veut. Enfin, assez très complet au niveau du combat, ce qui aurait été dommage pour Warhammer si ça n'avait pas été. Donc vous voyez, là, les complications en combat, je rappelle, la complication, c'est quand vous faites 1 sur le dé de fureur, vous pouvez vous retrouver à court de munitions, par exemple. Voilà, donc on a les blessures mortelles. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes blessé? Oui, quand vous tombez à 0 point de blessure, en fait, vous n'êtes pas mort, vous êtes hors de combat. Vous pouvez ramper, machin. Par contre, vous pouvez même faire un jet de détermination pour continuer à tirer sur les adversaires. Mais par contre, si vous reprenez une blessure derrière et que vous étiez déjà mourant, donc à 0 point de blessure, là, vous êtes mort, c'est terminé, finito, basta, au revoir. Voilà, en gros, vous voyez, les blessures mortelles, c'est mourant, ce que je disais. Les blessures de guerre, vous voyez, les blessures de guerre, c'est quand vous tombez à 0 point de dégâts, et donc, en fait, quand vous tombez à 0 point de dégâts, en fait, vous allez prendre une cicatrice, vous avez une oreille arrachée ou ce genre de choses. Enfin, que des trucs sympas. Et les blessures graves, c'est quand vous êtes mourant, que vous reprenez une blessure, j'avais dire que vous étiez mort, mais en fait, vous, avec la détermination, tout ça, vous pouvez ne pas être mort, mais dans ce cas-là, vous prenez quand même une blessure grave qui peut vous arracher un pied, un bras, une jambe. Et là, heureusement qu'il y a les augmentiques. Mais ça, on en parlera après. Voilà, donc voilà en gros pour ce que je peux vous dire sur le système. Ça doit marcher sans trop de problèmes. Hein. Franchement, c'est relativement simple de mon humble avis.
Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des psycheurs. Alors vous pouvez jouer des psycheurs assermentés, quoique vous pouvez aussi jouer des psycheurs renégats, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce qu'on a toutes des options, en plus des archétypes, pour jouer des renégats. C'est ça qui est rigolo. Donc vous allez, enfin, les psycheurs, on va dire, les psycheurs en fait apparaissent avec l'influence du chaos et avec l'influence du warp, par exemple. Il y a eu beaucoup plus de naissances que que ce que l'on peut avoir en temps normal. En général, Santerra envoie des vaisseaux noirs récupérer les psycheurs qu'on vient de découvrir, les emmène sur Terra, leur fait passer un tas de tests, etc. Et en fonction des résultats, où ils vont être trahis pour l'Empire, ou ça va mal se finir. Bon bref, mais toujours est-il que là, il n'y a pas de vaisseau noir qui est venu depuis 3 ans, donc, et les naissances de psycheurs ont augmenté. Donc en fait, l'Imperium de Gilead a emprisonné en fait la plupart des psycheurs, mais beaucoup sont en liberté. Et donc vos personnages peuvent être psycheurs. Alors, vous avez tout un système en fait pour jouer les psycheurs. Hein, oui, par exemple, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du lore. Là, vous en avez encore un morceau. Donc, c'est un peu réparti un peu dans tout le bouquin. Donc, les pouvoirs psychiques, vous allez avoir des domaines psychiques, vous allez avoir un truc général. Alors bon, je ne vais pas vous faire la liste, parce que il y a des... mais je vais vous parler d'autre chose. Le domaine de la biomancie, par exemple, vous avez toute une liste. Alors, on pourrait dire que c'est comme des listes de magie. Les psys dans les jeux de SF se rapprochent beaucoup de la magie. On est bien d'accord. Là, il y a un petit système quand même que j'aime bien, c'est-à-dire que votre psycheur va pouvoir gérer le niveau de puissance, comment il s'ouvre aux puissances de la ruine, aux puissances du warp, pour augmenter ses pouvoirs. À chaque fois, alors il y a 3 niveaux de puissance, il y a contrôlé, un contrôlé et déchaîné. Et ça va vous permettre de rajouter des dés de fureur à vos jets de dés quand vous activez votre pouvoir. En sachant qu'à chaque fois que vous faites 1 sur un dé de fureur quand vous activez un pouvoir, vous avez un petit problème, vous allez me lancer un dé, en fait, sur une table qui s'appelle Péril de Warp. Et en fait, les manifestations chaotiques ont été à travers vous et se répandent autour de vous avec des effets plus ou moins pénibles, plus ou moins, voire très pénibles. Donc en fait, j'aime bien, parce qu'en fait, ça vous permet, et une fois que vous avez utilisé votre pouvoir, je sais pas, une puissance déchaînée, pendant toute la durée de la scène, vous n'allez pas pouvoir utiliser un autre pouvoir à une puissance inférieure. Vous augmentez et ce taquet est valable pour toute la scène. Donc vous allez prendre de gros risques, du coup, en tant que psycheur. Mais j'aime bien, et ça peut donner quand même pas mal de trucs rigolos au niveau du roleplay. Alors on a aussi les effets de la corruption, etc. La corruption quand même qui sont un point central dans les univers de Warhammer, donc c'est bien repris ici. Je ne vais pas vous faire le détail. Peut-être plus tard, si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu. Voilà, donc vous voyez par exemple, là on arrive effectivement sur les mutations avec les tests de corruption, donc vous avez toutes les règles dessus, avec un indice supplémentaire, des aberrations. Non, ça c'est les aberrations, c'est les animaux, de la chair métallique par exemple, etc. etc. Donc vous pouvez très bien devenir un mutant, et là vous avez intérêt à vous planquer de l'Inquisition, sinon ça va mal se finir. Voilà, donc ça c'est pour tous les psys, je ne vais pas trop aller très plus loin dans le détail sur les psycheurs, sachez qu'ils existent, ils ont pas mal de pouvoirs, ça peut donner du beau roleplay, et vous pouvez aussi jouer des renégats si vous avez voulu, mais là dans ce cas-là vous allez mieux faire une équipe de renégats complet, sinon ça risque de vite tourner de court. Voilà. Alors, Warhammer, en fait, si on n'avait pas de gros flingues et de machins qui font taka, des tronçonneuses, des épées tronçonneuses, en fait, ce ne serait pas Warhammer. Donc là, nous avons effectivement pas mal d'armes
hein, donc là, vous avez toute une liste. Hein. Je ne vais pas vous en faire le détail. Les armes de mêlée, les armes énergétiques, les armes tronçonneuses, vous avez un peu près tout dedans. Donc là, on est servi hein, au niveau des armes. Au niveau des armures, alors les armes laser, les armes à bolt, vraiment tout un arsenal. Au niveau des armures, c'est pareil, on a un tas de trucs. Alors, on a toutes ces descriptions, parce qu'en fait, les armes et les armures, d'ailleurs, ont des effets spéciaux qui peuvent être se déclencher sur un 6, sur un dé de fureur, ce qui amène un peu de variété, et ce qui est très sympa. Moi, j'aime beaucoup, en fait, ce genre de choses. Donc, voilà, donc les armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les armes d'Eldari, on a les armes des orques aussi, hein, bien entendu, hein, les munitions, etc. Les armures, bah, c'est pareil, armure énergétique, tout le bordel. Vous voyez, et à chaque fois, donc, quand on voit ici, en fait, elles ont des traits. Hein, donc, par exemple, celle-là, elle a champ de force, par exemple. Donc, tout est bouclier tempête, le champ réfracteur, donc tout ce qu'on peut avoir dans le monde, dans le lore de Warhammer, on va le retrouver ici au niveau des armes. Ceux qui jouent au Warhammer figurines ne vont pas être perdus. On a également autre chose, on a les augmentiques, hein, qui vont permettre de remplacer en fait des parties du corps de votre corps, au cas où vous les auriez perdus malencontreusement, ça peut arriver. Alors, c'est des implants hein, d'amélioration ou carrément changer un bras en outil, par exemple, pourquoi pas, si vous êtes au niveau, c'est pas au niveau des armes prophétiques, par exemple, etc. Donc, si vous êtes au niveau de la Abdetus Mechanicus. Voilà, donc bon, je ne vais pas vous faire même les bioniques orques, vous voyez. Je ne vais pas vous faire tout le tour, voilà, donc on a quand même pas mal de choses. Au niveau armes, au niveau équipement, c'est assez complet, hein, pas de souci là-dessus. Alors comme dans tout jeu de rôle digne de ce nom, nous avons également un bestiaire, bien entendu. Alors, en sachant que le bestiaire, alors, il faut que je vous parle des types de menaces. En fait, c'est des niveaux de puissance, c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans Conan avec les mobs, les Némésis, etc. Ou alors dans Feng Shui, on a les figurants ou les nommés. C'est un peu ça. Donc là, on va avoir les troupes, les élites et les adversaires. Les adversaires vont jouer avec toutes les règles comme les joueurs. Les troupes vont être nettement... Bon, il y a plein de choses qu'ils vont ne pas pouvoir faire. Par exemple, ils peuvent créer des hordes, d'accord, mais ils ne peuvent pas infliger des coups critiques. Ils ne souffrent pas de complications, à moins qu'ils aient une aptitude de complications spécifiques. Ils ne peuvent pas faire de jet de détermination. Et là, par contre, ils ne tiennent pas compte des munitions, ils n'utilisent pas les options de rafale. Vous voyez, par exemple, ça, c'est les troupes. Après, les élites, c'est autre chose. Donc, c'est des niveaux de puissance. Et en sachant que dans le bestiaire, là, si vous voyez, on a... Alors, le tiers, c'est... Si vous jouez, en fait, avec des personnages tiers 1, tiers 2, tiers 3 ou tiers 4, la menace représentée par le monstre est différente. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? Prenons un hasard, on va prendre un truc voilà, on va prendre le commando orc. Le commando orc, si vous avez des personnages niveau 1, lui, il représente une élite. Hein, donc il va jouer avec les règles d'élite. Par contre, si vous avez votre personnage, il est de tiers 4, enfin, c'est pas le personnage, c'est la campagne qui va être de tier 4. C'est le maître de jeu qui va décider de dire, nous, on joue dans du tier 4. Donc, pour du tier 4, ça va être une menace de troupes. Donc, les règles vont être un peu différentes pour votre commando orc en fonction que si votre groupe est tier 1 ou tier 4. Ça, c'est pas mal. Je trouve que ça permet justement d'équilibrer un peu un peu le jeu. Et des personnages très forts, des tier 4, en fait, ne vont pas être trop emmerdés par des orques à la con. Par contre, des personnages tier 1, eux, ils vont avoir des problèmes. Voilà. Alors, il y a quand même quelque chose que je trouve un peu bizarre, j'ai pas bien compris. On vous parle de horde à un moment. Alors c'est pareil, je trouve que ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça devrait pas être là, ça devrait être ailleurs dans les règles. Et j'ai quand même trouvé un truc bizarre, parce que là, quand on regarde, pour les troupes, par exemple, ils ont les mêmes points de vie que n'importe quel autre... enfin, ils ont leur point de vie de monstres, entre guillemets, de monstres classiques. Par contre, s'ils se regroupent en horde, dans une horde, donc une horde, c'est des troupes
des niveaux de menace troupes, les mêmes. Donc par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'orc, mais quand ils sont en horde, si vous touchez, s'il prend un point de dégâts, il est mort. Alors que s'il est tout seul, il a beaucoup plus de points de dégâts qu'il peut encaisser. Et ça, ou alors j'ai raté quelque chose, ou je comprends pas bien. Je sais pas. Là, il y a un petit problème pour moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi quand il est dans une horde, il est plus facilement tuable que quand il est tout seul. Il y a un truc que je comprends pas. Alors j'ai sans doute raté quelque chose. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, je suis preneur aussi. Donc voilà, on revient sur notre bestiaire. Donc là, on avait... ah ben non, là, ils me disent... Ouais, alors là, c'est mal foutu. Voilà. Vous voyez, voilà, je viens de trouver, en fait, avec vous. On vous parle de troupes, ici, avec les types de menaces. Et puis là, on reprend le niveau de menace. Et on vous dit... Alors là, les troupes, on vous dit ce que je vous dis tout à l'heure, donc rien de spécial. Et ici, les troupes, on dit en général 1 point de blessure et 3 stress. Il y a un petit problème d'organisation. Hein. Je suis désolé, mais là, ça c'est au niveau de l'édition, de la maquette, du travail d'édition, ça c'est pas terrible. Donc bon, bref, mis à part ce point de détail, il faut quand même tomber dessus, parce que je n'avais pas vu ça la première fois. Voilà, nous avons tout un tas de des mutants, les racailles, etc., cerveau-crâne. Bon, le bestiaire est quand même relativement fourni, hein, toujours ces dessins que je trouve très chouettes, donc là le Psyker Renégat par exemple, le Space Marine du Chaos, donc on retrouve quand même les grands classiques de Warhammer 40 000. Alors, les menaces démoniaques, ah, bien sûr, hein, on est à côté de la faille, donc ça déferle, je ne vais pas dire continuellement, mais pas loin. Hein, donc tous les rejetons en fait des puissances de la ruine, vous allez trouver ça un peu partout. Les menaces orques, on les trouve là aussi. Donc là vous avez tout un bestiaire, les menaces Eldari, donc voilà, le corsaire, le gardien défenseur, etc. Donc on a quand même on a même des jeunes stealers, donc comme quoi on peut jouer pas mal de choses différentes. Alors bon, pour un livre de base, le bestiaire est quand même relativement bien fourni et je n'ai pas à me plaindre là-dessus, en sachant que la gamme n'est pas terminée, elle n'est pas fermée, et c'est ça qui est bien. Alors justement, j'enchaîne sur la gamme, et c'est bien foutu quand même, hein. Donc en fait, en VF, pour l'instant, on a le livre de base, et on a l'écran, qui est vraiment un superbe écran, hein. C'est vraiment, pour moi, dans le milieu rôliste, les deux écrans que je préfère récents, c'est vraiment celui de Warhammer Fantasy et celui de Wars and Glory. Je les trouve absolument magnifiques. Bon. Avec l'écran, on a ça. En fait, on a tout un tas de... Alors, ils appellent ça scénario. Moi, j'appelle pas ça scénario. Moi, j'appelle ça des idées de scénario. Mais c'est pas des scénarios, hein. C'est trop court. Hein. Vous voyez, regarde, si je prends le scénario là, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a aventure, accroche, action, épilogue. Point terminé, au revoir. Non, c'est pas un scénario, c'est des idées de scénario. Mais bon, ça a le mérite d'exister et de donner des points de départ à vos aventures si vous n'avez pas d'idées. Donc en fait, ça c'est quand même pas mal pour ça. Et ensuite en VO. Alors en VO, la gamme est loin d'être morte, car il y a déjà beaucoup de suppléments qui sont sortis, beaucoup de scénarios qui sont sortis. Je vais vous parler donc, enfin je vais vous en citer quelques-uns, donc les plus gros. On a First Second System, certainement peut-être le plus intéressant. Il va développer le système Gilead, va vous donner du lore, hein, c'est un supplément de contexte. On a le Redacted Records. Alors lui, il est sur il fait focus sur les Space Hulk, sur les cultistes. On a le Threat Assessment, c'est des Xenos. Alors celui-là, c'est le dernier. Il n'est pas encore sorti, il va paraître en VO. Donc la gamme, ça veut dire que la gamme n'est pas morte en VO. Il continue à avoir des productions dessus. On a Litany of the Lost. Alors lui, c'est un recueil de scénarios. Alors il y a d'autres scénarios qui sont vendus en PDF, en VO. Qui sont des petits scénars. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé jusqu'à présent sur ces trucs-là.
mais on a déjà une gamme en fait qui va se valoir, qui va s'étoffer, et a priori, Chaos Project a déjà prévu des traductions sur les suppléments de cette gamme. Bien, alors, je vais arriver à ma conclusion. Alors, pour moi, est-ce que le but de Wrath and Glory, que la proposition, que le pari fait est de pouvoir jouer un peu tous les aspects du monde de Warhammer, je vais dire un grand oui. Oui, c'est réussi, ça marche. Pour l'instant, on a eu des jeux avec des règles différentes. Donc, si vous vouliez jouer, mixer en fait des personnages de deux jeux différents, c'était pas franchement évident, vu que les règles n'étaient pas les mêmes. Là, au moins, tout est dans un seul corpus de règles. Et vous allez pouvoir aussi bien jouer, effectivement, des racailles, des bas-fonds, jusqu'à des Astartes, en passant par des orques ou des elfes, des Aldari, excusez-moi. Et ben vous allez pouvoir jouer tout ça avec les mêmes règles. Le niveau de tiers, comment dire, de cadre de campagne, sont là pour un peu encadrer tout ça. Mais pour moi, c'est une réussite et ça devrait bien marcher. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi et il faut que le maître de jeu discute avec ses joueurs avant de lancer une campagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc en fait c'est très complet finalement. Le setting, le lore est quand même assez développé. Alors on va pas vous développer tout le lore de Warhammer, hein, bien entendu. Là on a ce qu'on a besoin pour jouer dans le système Gilead. C'est suffisant pour ma part. Pour ma part, c'est suffisant. Si vous avez plein de ressources en fait sur le net, si vous voulez voir d'autres aspects de Warhammer, et en tout cas, on n'allait pas vous sortir un bouquin de 1000 pages pour vous donner tout le lore de Warhammer, ça aurait été ridicule. Donc pour moi, au niveau du setting, vous pouvez y jouer. Alors, si vous êtes totalement novice dans Warhammer, peut-être vous allez être un peu perdu, mais si vous connaissez un minimum le monde de Warhammer 40 000, ou si vous vous documentez un minimum, mais vraiment un minimum, vous ne serez pas perdu et c'est absolument jouable sans aucun problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors il y a quand même quelques points négatifs. Il n'y a pas de carte. On vous parle du système Gilead, on vous parle de la grande faille qui traverse la galaxie, mais vous n'avez aucune carte. Alors qu'il y en avait dans l'édition d'Ulysse Pil. Pour moi, c'est très bête. J'aurais bien aimé avoir quand même quelques cartes, enfin au moins une carte de support visuel. Rien qu'un support visuel, ça aurait été bien. Il n'y a pas de règles pour les véhicules, que ce soit terrestre, aérien ou spatial. On n'aborde pas du tout le sujet. Donc, bon, ça aurait peut-être compliqué la chose, je veux bien, mais bon, il n'y a pas. C'est un peu dommage. Dans Warhammer, si vous voulez faire intervenir des véhicules, bah, vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas les règles. Il n'y a rien, on n'en parle pas. C'est un peu dommage. Ça, c'est un point négatif que je voulais soulever. Voilà. Autrement, bon, les règles me semblent efficaces. Hein, sans être imaginative au plus haut point, elles me semblent efficaces. À voir. Alors parce que je ne l'ai pas joué hein, encore, mais à voir quand même le système, les dégâts sont vraiment, vraiment monstrueux, je trouve. Alors bien sûr, hein, on n'est pas au monde des bisounours, hein, ça explose de partout, mais est-ce que vous allez pouvoir garder votre personnage très longtemps? Ça, je ne sais pas. Alors il y a les jets de détermination, hein, tout ça qui vont pouvoir vous permettre d'absorber les dégâts, la gloire, etc. Mais quand vous voyez que vous avez 5 points de vie et qu'un bolter en fait minimum 10, ça va être compliqué. Enfin, à voir en jeu. En tout cas, bon. Par contre, j'ai cherché un peu des retours sur les forums US ou ça, qui ont le jeu depuis bien plus longtemps que nous. J'ai pas eu cet aspect en fait hyper mortel que je peux craindre. Donc, on va dire que ça doit fonctionner. On va dire que ça mais je vous ferai peut-être un retour quand je l'aurai fait jouer pour en être bien sûr. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur Wrath and Glory. Donc un jeu de Chaos Project, enfin traduit par Chaos Project, qui vous permet de jouer tous les aspects de Warhammer 40 000. Et ça, c'est une nouveauté. Et c'est pas mal foutu. Et en tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire.
un petit abonnement et ça me fera plaisir. Merci beaucoup, à bientôt et portez-vous bien.